comme on reste, bien évidemment sans ses capacités, comment dirais-je, d'improvisation et rhétorique, sans revenir pour l'énième fois sur voilà, la scansion des différents moments topiques qui ont constellé la séquence rouge italienne, et d'autant plus que la chose est vraiment bienvenue. Il y a eu en France, à partir de 2016, une véritable redécouverte, notamment dans certains milieux de la jeunesse politisée, du long 68 italien, hein, qui justement commence avec les journées de Gênes en 1960 et s'achève en ce qui concerne le 7 avril 1979 avec le procès contre l'autonomie qui a explosé à Padoue, avec bien évidemment tout un tas de ruptures, de passages, de transitions, de bifurcations internes sur lesquelles il est intéressant de revenir peut-être dans le débat, pour essayer de dire deux, trois choses quelque peu différentes par rapport à celles sur lesquelles on se concentre quand on n'a qu'une vingtaine de minutes, ce qui, au moins c'est ça ce que j'espère, ce que je souhaite, devrait avoir pour fonction voilà, de préparer le terrain à une discussion sur une question qui me tient particulièrement à cœur et que là encore on pourra revenir éventuellement dans le débat, à savoir l'enquête militante. En guise encore d'introduction, juste un petit préambule, le jeune Marx disait que à son époque, la révolution reposait fondamentalement sur trois piliers, hein, philosophie allemande, économie politique anglaise et politique française. Dans les années 60-70, on a pu dire que voilà, l'économie politique était devenue de plus en plus américaine, que la philosophie, on la faisait surtout en France, hein, les Althusser, les Deleuze, les Foucault, etc., etc., alors que justement les luttes sociales et politiques étaient particulièrement puissantes en Italie, hein, des émeutes de Piazza Statuto en 62 aux insurrections de 77, en passant par les grèves, les blocages, les sabotages de l'automne chaud de 69, les occupations de Fiat en 73, l'illégalisme de masse, etc., etc. Alors, si l'on a droit de comparer les petits événements de ce début du XXIe siècle au grand moment de l'histoire révolutionnaire du 19e et du XXe siècle, l'on pourrait dire que, notamment pour ce qui est de l'Union européenne, l'économie politique est devenue de plus en plus allemande, que la théorie politique, la théorie révolutionnaire porte une significative empreinte italienne, et que c'est justement en France que les luttes sont particulièrement intéressantes, hein, à partir des émeutes de banlieue en 2005 jusqu'aux Gilets jaunes, en passant par le CPE, les luttes contre la rue, contre la réforme sur le chômage, sur les retraites, pardon, la loi travail, etc., etc. Toutes les manœuvres mises à pied par Macron en ce début de son gouvernement. Je laisse tomber voilà, la critique de l'économie politique néolibérale, hein, et celle de la crise actuelle du capitalisme, car bien évidemment ce n'est pas ici ni le lieu ni le moment pour se concentrer sur ces questions qui sont tout simplement incontournables, pour mentionner juste le fait que la pensée radicale, la pensée révolutionnaire, hein, autonome ou autre, quelle qu'elle soit, à mon avis, à mon sens, ne peut pas faire l'impasse d'une analyse économique, sociale et politique précise du capitalisme. Hein. Toute perspective politique qui ne s'ancre pas dans un examen précis des rapports sociaux de production, de la forme État, de la composition de classe, de l'idéologie dominante, etc., est vouée à l'échec. Hein. Si on n'a pas une compréhension matérialiste de la crise, on fait pas long feu. Hein. Il n'y a pas de pratique révolutionnaire sans théorie révolutionnaire, hein, disait l'autre, bien que voilà, le contraire soit autant vrai. Hein. Ce qu'il nous faut donc, pour revenir un petit peu à l'expérience des années 60-70 italiens, est une sorte de théorie qui soit incarnée par une tension politique. Hein. Une tension politique qui, bien évidemment, ne se limite pas à l'école de Francfort à exprimer des contenus théorico-critiques, mais une tension politique qui puisse trouver son enracinement, hein, parce que c'est ça qui avait caractérisé cette expérience-là, une théorie qui puisse trouver son enracinement dans des projets pratico-organisationnels. Et c'est justement ça, hein, entre autres choses, qui a aussi fait la force de l'autonomie italienne des années 70, hein, c'est-à-dire cette co-détermination, cette imbrication fondamentale
entre la théorie et la pratique. En fait, l'autonomie italienne des années 70 n'a pas du tout été un mouvement athéorique ou anti-intellectuel. Au contraire, elle a donné lieu non seulement à une immense production culturelle, les radios libres, les fanzines, les BD, voilà, les groupes musicaux, l'expérimentation esthétique, etc., etc. Mais elle a aussi été caractérisée par un véritable fleurissement de journaux, de revues, d'essais, d'ouvrages qui, toutes disciplines confondues, décortiquaient vraiment les transformations du capitalisme de l'époque en mettant à jour, et ça c'est quelque chose sur quoi je veux quand même insister, les acquis théoriques et politiques de l'opéraïsme des années 60, qui est, je dirais, le courant du marxisme autonome qui a le plus profondément influencé les mouvements sociaux depuis une cinquantaine d'années, et cela bien au-delà aussi de l'Italie. Alors, ceci étant dit, et ne pouvant faire que des rapides allusions en passant à la crise du capitalisme contemporain, qui est une crise systémique et structurelle, une crise globale et qui dure depuis une dizaine d'années désormais, on peut se demander ce que l'on retient justement des expériences théoriques et politiques italiennes et françaises plus ou moins récentes pour thématiser l'actualité de l'autonomie pour nous, ici, aujourd'hui. Car c'est ça faire de la politique, c'est-à-dire être contraint d'agir et de penser dans la contingence. Donc voilà, la politique révolutionnaire étant une passion, si vous voulez, dévouée pour l'époque et pour son renversement. Alors, on peut commencer par dire que depuis le tournant du siècle dernier, les noms de Giorgio Agamben, de Silvia Federici, d'Antonio Negri figurent parmi les plus diffusés au sein des mouvements sociaux, au moins dans cette partie du monde qui va de l'Amérique latine jusqu'à l'Europe, en passant par l'Amérique du Nord. Je laisse de côté Agamben, qui est un auteur que je connais très peu et dans lequel je me reconnais encore moins. Il y a des personnes ici qui sont beaucoup mieux placées que moi pour dire des choses intelligentes sur cet auteur important, pour toucher juste deux mots sur l'opéraïsme et sur l'autonomie, dans lesquels Negri bien évidemment, mais Federici aussi rentre à plein de titres, avant de passer à leur actualité pour nous, l'actualité de l'opéraïsme des années 60 et de l'autonomie des années 70. Une actualité qui, en ce qui me concerne, a surtout affaire au style, à la méthode, c'est-à-dire à l'approche, à la manière de faire la politique, à la ligne de conduite, pour reprendre le titre de l'introduction d'Ouvrier et Capital, qui est voilà, le fameux ouvrage de Tronti qui constitue vraiment la pierre angulaire du premier opéraïsme, qui est un des rares classiques du marxisme autonome et qui a été en ligne de chevet pour pas mal d'autonomes aussi. Alors, deux, trois mots sur Ouvrier et Capital, même si c'est un ouvrage assez complexe et de 400 pages. C'est un ouvrage qui présente une politisation de toutes les questions d'ordre intellectuel. C'est un ouvrage qui revendique un point de vue radicalement partiel et partial contre toute prétention universaliste, qui décrit et qui critique la subsumption de tout le social sous le capital, d'où sa très connue devise dedans et contre, n'existant plus aucun dehors par rapport au capital. C'est un ouvrage qui démonte toute vision linéaire, progressiste et téléologique de l'histoire et qui élabore une perspective anti-économiciste et anti-sociologiste de la politique. D'où notre punchline assez connue, il n'y a pas de classe sans lutte de classe. Parce que, voilà, ce n'est pas la place objective occupée au sein des rapports sociaux qui fait des ouvriers ou d'autres groupes un sujet politique, mais c'est la révolte, et elle seulement, qui les constitue en tant que force potentielle de déstabilisation, voire de rupture. Ouvrier à Capital, enfin, est un ouvrage qui fait de la théorie non pas pour s'inscrire dans une tradition de pensée, mais justement pour auto-organiser les luttes. Et c'est pour ça qu'il met sur le devant de la scène la subjectivité. Quelque chose qui, contre toute sclérotisation dogmatique, a toujours été présente dans l'histoire du marxisme.
Et la subjectivité qu'Ouvrier Capital met en avant, les années 60 oblige, est la subjectivité ouvrière. L'opéraïsme, qui a fortement influencé l'autonomie italienne des années 70, on parlait d'ailleurs d'autonomie ouvrière, est donc avant tout un marxisme de la subjectivité, un marxisme de l'antagonisme, un marxisme de la lutte de classe, plutôt que un marxisme, je sais pas, du développement des forces productives, des contradictions objectives du capital, de la domination abstraite, je sais pas quoi d'autre encore. Alors, qu'est-ce que signifie pointer politiquement la focale sur la subjectivité? Et pourquoi, dans ce geste opéraïste, qui est un geste à la fois épistémologique et politique, on peut apercevoir les prodromes de l'autonomie. Tout mon propos tourne autour de ces trois feux, si vous voulez. Marxisme, subjectivité, autonomie. Cela signifie au moins deux choses. Tout d'abord, essayer de comprendre la dynamique sociale à partir du point de vue qui est toujours situé des subjectivités et de l'expérience que celles-ci en font. Ce qui implique de tenir dans la plus haute considération la réflexivité et l'initiative pratique propre au sujet, entendu même au sens philosophique du terme, car le sujet n'est jamais un réceptacle purement passif, entièrement façonné par le capital ou entièrement manipulé par l'État. Et en deuxième lieu, mettre la subjectivité au centre du cadre théorique et politique, connaître ses comportements d'insubordination, de coopération dans une conjoncture sociale définie, signifie aussi comprendre ce contre quoi le sujet individuel ou collectif, ce qui nous intéresse davantage, ce contre quoi le sujet s'oppose, le contexte objectif, c'est-à-dire la spécificité des formes du contrôle, de l'exploitation, de la domination, etc. Car, le sujet ne flotte jamais librement dans l'air, ne se révolte pas dans le vide pneumatique, mais il est toujours pris, que cela nous plaise ou pas, dans des rapports sociaux qui le précèdent et qui le dépassent, sans jamais toutefois l'anéantir. C'est donc ce contraste-là entre subjectivation et assujettissement, entre résistance et commandement, qui constitue un petit peu le soubassement épistémologique de la perspective théorique et politique que l'autonomie hérite de l'opéraïsme, tout en la renouvelant, comme tu disais, Alessandro, de façon assez originale. C'est donc, à l'intérieur de cette tension-là, qui se développe, si vous voulez, la recherche du levier à même de convertir l'acceptation en refus. La passivité, incapacité d'initiative, de conflit ou d'antagonisme même. C'est un petit peu ça le casse-tête qui nous est légué par ces deux expériences, ce qui ouvre sur une panoplie de questions qui sont liées de manière plus ou moins directe au concept de composition de classe, qui est à mon sens le concept majeur de l'opéraïsme, qui a joué une importance aussi dans l'autonomie italienne. Si on veut le définir de manière hyper synthétique et en employant une terminologie un peu philosophique, il s'agit d'un concept, celui de composition de classe, qui permet de sonder à la fois l'action réciproque entre sujet et objet. Ce que l'objet fait au sujet, les opéraïstes parlaient de composition technique, ou on pourrait parler au sens plus large de composition sociale, et ce que le sujet fait à l'objet, la composition politique. On peut y revenir lors des discussions, mais là aussi il y a des tonnes de littérature à laquelle je renvoie, du bouquin de Steve Wright qui va ressortir ce printemps par Entremonde qui est en train de publier tout un tas de classiques de l'opéraïsme, Ouvrier Capital de Tronti, Caliban et la sorcière de Federici. Là, elles vont sortir ce printemps aussi des ouvrages de Sergio Bologna et de Negri des années 70,
Je renvoie aussi aux nombreux entretiens et textes qui sont sortis sur la revue en ligne Période, et surtout au grand ouvrage qui a été traduit il y a 2 ans, je crois, désormais, La Horde d'Or, qui est vraiment la pièce maîtresse pour comprendre un petit peu la séquence italienne. Alors, au vu du temps à disposition, je préfère pourtant insister sur un autre point, qui est toujours des méthodes pour arriver, voilà, enfin à faire des allusions très rapides à notre présent. Alors, s'il subsiste justement une action réciproque, une coproduction entre sujet et objet, si c'est la société, le travail, les institutions, l'État, tout ça qui influence lourdement les croyances, les passions, les besoins, les désirs, les comportements des sujets, et si ceux-ci, à leur tour, contribuent à impulser des effets de retour sur les rapports sociaux, alors on a affaire à une dynamique sociale, à une processualité continuelle qui se déploie sans cesse sous des poussées contradictoires. Ce qui nous oblige de scruter bien ce qui, dans ce magma-là, se reproduit de façon fondamentalement identique, c'est-à-dire les structures profondes de la société, et ce qui, en revanche, subit des modifications plus ou moins substantielles. Et cela afin, voilà, de se situer à mi-chemin entre ceux qui disent bon voilà, circuler, rien à voir, on vit tout le temps dans une société capitaliste, peu importe les coordonnées spatiales et temporelles à l'intérieur desquelles l'on se retrouve, c'est une posture très diffusée dans l'ultra-gauche ou dans le trotskisme, et qui risque d'être une négation de l'histoire ou une attention aux transformations internes au capitalisme. Et ceux qui, par contre, ont comme quoi, voilà, l'air de dire il nous faut faire tabula rasa de tout, recommencer tout à nouveau, et dès le début, voilà, le vieux monde s'écroule, rien ne fonctionne plus. Ce qui n'est pas véritablement le cas en ce moment. Une telle perspective, et j'en conclus en 5 minutes, un peu plus, une telle perspective implique de suivre avec attention les ruptures, les bifurcations, les césures qui se produisent au cours de l'accumulation capitaliste. Et c'est justement au sein d'un de ces moments de transition, de discontinuité historique, qui s'est produit justement le passage à l'autonomie. Passage qui a coïncidé politiquement avec la dissolution de l'expérience de potere operaio et avec la création justement de l'ère de l'autonomie avec un grand A. Ce passage politique, qui a été déterminé par un changement de phase économique, sociale et historique qui s'est produit à l'échelle globale, a eu lieu en 1973, mais il a été annoncé pour aller vite à partir de 1968, et notamment pour ce qui est de l'Italie, des luttes ouvrières du début des années 60. Or, de quoi est-il le nom ce passage, qui se détermine entre 68 et 73, c'est-à-dire en concomitance, voilà, d'une des plus grosses crises du capitalisme au XXe siècle. Ce passage indique un changement de paradigme dans le régime d'accumulation capitaliste. Un changement qui affecte les rapports de travail, la composition de classe, la structure de l'entreprise, la forme de l'État, les dispositifs de gouvernance, etc., etc. Et ce changement de paradigme, déterminé par la crise de la fin des années 60 et du début des années 70, a fait émerger, et c'est ça le point crucial, a fait émerger des nouvelles subjectivités et des nouvelles questions politiques. L'écroulement de la période keynésienne fordiste a été anticipé et a à son tour porté avec lui deux choses. Le débordement du mouvement ouvrier officiel et le dépassement du marxisme classique. Deux événements majeurs dans l'histoire biséculaire des mouvements révolutionnaires. Et c'est à ce moment-là, justement, que l'autonomie, avec un grand A, s'exprime voilà, dans toute sa splendeur. Si jusqu'aux années 60, le concept d'autonomie désignait à la fois et de façon inextricable, disons, trois choses. L'autonomie des ouvriers par rapport à leur statut de travailleurs. Les ouvriers qui se niaient en tant que force de travail pour s'affirmer en tant que puissance
active de déstabilisation en tant que classe, s'il désignait l'autonomie de la classe ouvrière par rapport au développement capitaliste, ce qu'on a pu appeler le travail comme variable indépendante par rapport aux variations du taux de profit et du taux d'intérêt, la rigidité ouvrière, on parlait à l'époque, et s'il a pu désigner l'autonomie de la classe par rapport au réformisme des institutions partidaires et syndicales du mouvement communiste officiel, ce n'est justement qu'à partir des années 70 que le concept d'autonomie s'est enrichi de deux autres déterminations toutes nouvelles. Tout d'abord, le concept d'autonomie a commencé à renvoyer à l'autonomie des femmes par rapport aux travailleurs hommes, à l'autonomie des travailleurs immigrés ou racisés par rapport au prolétariat blanc, et à l'autonomie des précaires par rapport aux salariés stables. Ce qui n'est pas une mince affaire, bien évidemment. Et ensuite, l'émergence politique de ces nouvelles subjectivités-là et la multiplicité des expériences qu'elles introduisent dans l'arène politique démontrent une fois pour toutes que non seulement le salariat n'épuise pas les relations du travail dépendant, mais aussi que les figures de la contestation ne peuvent plus être réduites aux acteurs du travail tout court. Ce qui ne signifie pas, bien évidemment, qu'il soit nécessaire de séparer les discriminations de genre, de race, de génération de la question du travail ou des intérêts de classe, loin s'en faut, ni non plus que toutes les questions liées à la reproduction sociale, santé, formation, logement, prison, environnement, consommation, etc., soient de toute autre nature par rapport aux problématiques liées à la sphère de la reproduction. Mais qu'il faut en revanche essayer d'articuler exploitation et domination en complexifiant un petit peu les analyses de cette dialectique-là à laquelle j'avais fait référence entre assujettissement et subjectivation politique. Et bien évidemment, une telle analyse ne doit pas se limiter tout simplement au niveau théorique, mais elle doit nourrir et se faire nourrir par des formes d'organisation politique. Or, et je conclus là-dessus, bien que j'aurais dû parler fondamentalement que de ça, qu'est-ce qui assure la circulation incessante entre théorie et pratique? Qu'est-ce qui soutient ou renforce le saut ou le passage de l'assujettissement au rapport socio-dominant à la subjectivation politique? Qu'est-ce qui donne corps au passage de l'analyse de la composition de classe à l'organisation? En ce qui me concerne, c'est surtout l'enquête militante. Et pour le dire de manière très synthétique, l'enquête militante, est le style ou la méthode qui assure justement l'unité entre théorie et pratique, et la centralité stratégique qu'on peut lui accorder consiste donc à ne pas séparer l'élaboration intellectuelle de l'intervention politique, ne pas distinguer le plan de l'organisation de celui de l'analyse. Son objectif, et je conclus vraiment là-dessus, n'est donc pas la simple rédaction, comme on le pense trop souvent, des textes, d'entretiens, de comptes rendus d'enquête, dont on pourrait s'approprier les contenus en les lisant quelque part, ce qui empêche bien évidemment la production de matériaux de temps en temps pour rendre compte de ce qui se passe, ou de cette co-construction d'un savoir fait pour et par la lutte. Mais l'objectif de l'enquête militante, bel et bien en outre, est une accumulation de connaissances et une expansion du conflit. Et c'est en cette méthode-là, en cette pratique-là, qui, en ce qui me concerne, consiste un petit peu la qualité de l'autonomie. Voilà.